Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro du magazine Changement Fondamental. Changement Fondamental, comme vous le savez, c'est pour orienter les Congolais vers le développement et bien sûr vers le changement des mentalités. Dans ce numéro, nous allons nous entretenir avec le ministre aux Affaires étrangères, délégué des Congolais et de l'étranger, M. Emmanuel Ilunga. Avec M. Emmanuel Ilunga, nous allons aborder plusieurs sujets. Entre autres, le problème des Congolais de l'étranger, les problèmes avec nos pays frontaliers. Je n'ai pas la prétention de parler à sa place. Sachez seulement que si la République démocratique du Congo a décidé de se doter d'un ministère des Congolais de l'étranger, c'est parce qu'avec le temps, les Congolais affluent vers l'étranger et la communauté congolaise ailleurs était devenue tellement nombreuse qu'il fallait pour la République contrôler cette montée démographique. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas la prétention de parler à la place du ministre Emmanuel Ilunga. Les restes de parole passent par la bouche autorisée. Le ministère des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger est presque le même ministère. Et moi, mon ministère est dans le ministère des Affaires étrangères. Ainsi donc, je suis d'abord ministre délégué aux Affaires étrangères. Et les portefeuilles particuliers de la différenciation, c'est chargé des Congolais de l'étranger. Je suis délégué aux Affaires étrangères, chargé des Congolais de l'étranger. Nous comprenons. Aujourd'hui, il y a un phénomène qui a vu le jour, c'est ce que nous appelons la dévéloterie, qui amène le Congolais en masse vers les États-Unis d'Amérique. Il y a le Canada qui a suivi la danse. Qu'est-ce que vous, en tant qu'officiel, en tant que numéro 1 des Congolais de l'étranger, pensez de ces phénomènes où on emporte, si on peut le dire, les Congolais en masse vers l'étranger? Écoutez, notre pays ne peut pas interdire à ses compatriotes de voyager. Ils sont libres de leur mouvement. Aujourd'hui, chacun est libre d'aller où il veut à partir du moment où il respecte la législation en place ou en vigueur. La loterie, c'est un système qui existe aux États-Unis, pas simplement pour les Congolais. Ça existe pour l'ensemble de l'humanité. Ceux qui jouent à la loterie viennent de l'Iran, viennent de l'Inde, et partout ailleurs. Que les systèmes de loterie, c'est un système qui existe aux États-Unis depuis bien longtemps. D'abord, les États-Unis, c'est un pays d'immigration. Et on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'aller vivre à l'extérieur, s'il sent qu'il va être mieux que chez soi. Nous, on n'a pas le pouvoir de l'empêcher. Ni aucun pays au monde ne peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, les distances ont complètement disparu. Et le monde est devenu un village où les distances ne sont plus des obstacles. Ainsi donc, ce système est bien pour certains, peut-être pas bien pour d'autres, mais moi je ne vois pas des commentaires désobligeants par rapport à ces systèmes, si ça donne la chance à certaines personnes d'aller voir d'autres pays, d'autres horizons. Oui, mais d'aucuns pensent que le fait que les gens affluent ailleurs est synonyme du fait qu'ici c'est l'enfer et qu'ailleurs c'est le paradis. Il est clair que sur le plan développement, les États-Unis, c'est mieux que... Ils sont plus développés que nous. C'est vrai. Mais nous sommes en construction. C'est vrai d'aller chercher toujours mieux ailleurs, mais il y a un adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et bien souvent, on pense qu'ailleurs, c'est mieux. Et moi, j'ai vécu plus de 30 ans à l'extérieur. Je peux vous assurer que ce n'est pas mieux ailleurs que chez soi. Peut-être on mange bien, on se déplace facilement, mais sur le plan psychologique, sur le plan de l'affectif, de l'émotion, on n'en a pas. Et on a tout. Citer un exemple de votre propre vécu. Non, mais je ne vais pas personnaliser cette émission pour parler que de moi. Nous sommes 16 millions. Mais pour la plupart qui sont partis, ont toujours tendance à revenir. Moi, je suis revenu au pays, après avoir vécu autant d'années, mais j'ai décidé de rentrer. Je ne suis pas les seuls, il y en a beaucoup comme ça dans mon cas, qui reviennent au pays, venir s'installer en quittant tous les conforts que vous pouvez imaginer. Mais je préfère participer à la construction de mon pays que d'aller vivre dans les efforts des autres. Voilà, c'est un choix, mais un choix personnel. Parlons de ceux qui vont ailleurs et puis qui vivent longtemps là-bas. On suppose qu'ils ont amassé suffisamment d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, à la tête de cette délégation, si on peut dire, de Congolais de l'étranger, vous avez mis en place un mécanisme pour pouvoir faciliter
l'investissement de fils du pays qui vont ailleurs et qui reviennent au pays? Alors oui, je dirais oui. Tout est mis en place pour faciliter le retour ou les investissements de nos compatriotes. À travers l'ANAPI, il y a des organismes qui sont disponibles. Simplement, peut-être l'information n'est pas passée ou l'information est mal communiquée. C'est pour ça que nos compatriotes ne savent pas. Mais en tout cas, toutes les facilités sont prévues dans nos législations. Donc il n'y a pas à récréer encore de nouvelles législations pour ça, parce que tout existe. Il suffit simplement de se manifester. Oui, mais il y a le phénomène chez nous où les gens viennent pour investir et puis on dit que la corruption est tellement gangrénée au point où certains officiels s'y mixent. Vous venez pour investir, on vous demande combien on va gagner dans l'investissement que vous mettez. Qu'est-ce que vous y réclamez? Mais nous devons tous la corruption. La corruption, ce n'est pas simplement l'affaire des dirigeants qui doivent contrôler, lutter contre ça, y compris la population. Les peuples lui-même essaient de corrompre notre peuple. Je crois que c'est un problème, c'est un fléau qui nous concerne tous. Et nous devons tous lutter contre ça. Il n'y a pas une réponse arithmétique par rapport à la corruption. La réponse, c'est l'amour de la patrie et le combat que nous devons tous mener pour juguler cette corruption. Continuons toujours à parler des Congolais qui vivent à l'étranger. Nous avons vécu dernièrement ici notre sœur Cynthia, qui a été abattue pratiquement par son mari en Inde. On a vécu des Congolais qui ont été agressés ça et là, pour ne pas citer tous les pays voisins qui sont auteurs de ces agressions, entre autres l'Angola et le Congo-Brazza. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir sécuriser ces Congolais qui vivent à l'étranger? Oui, il y a des accords bilatéraux plutôt, entre les États. Et nous essayons, partout où on n'a pas ces accords, de les recréer. Mais les accords, des fois, sont violés par les pays voisins. L'Angola en a violé, on a vu au sud de tout le monde. Et les Congo-Brazzaville aussi. Bon, mais pour nous, ce qui est important, c'est que nos compatriotes restent chez nous. Les efforts qu'ils veulent fournir à l'extérieur, qu'ils les fournissent dans notre pays, parce que nous ne sommes pas en dictature, nous sommes en démocratie. C'est difficile, bien entendu. Mais il y a deux choix pour un capitaine. C'est de fuir les navires ou de chercher à amener les navires à bord pour les réparer. Et nous, on cherche à amener les navires à bord pour les réparer. On ne peut pas fuir. Alors, moi, j'exhorte les compatriotes à revenir au pays, qui est de souffrir à l'étranger pour rien. Le cas de Cynthia, qui est un cas que je suis en train de suivre personnellement, c'est un cas malheureux, triste. Les Indiens, généralement, on sait, moi j'ai dissuadé les parents d'envoyer leurs enfants en Inde. Je ne veux pas, en tant que ministre des Congolais de l'étranger, que les parents envoient indûment leurs enfants étudier en Inde. Moi, je sais très bien que les Indiens ne sont pas hospitaliers. Je l'ai dit. Les Indiens, les Libanais, je sais que ces gens-là ne sont pas hospitaliers. Donc, j'ai demandé expressément aux parents de venir d'abord nous voir ici aux affaires étrangères pour qu'on leur donne les conseils nécessaires et qu'on enregistre les enfants et qu'on sache qui est parti. Mais ils ne respectent pas les consignes. Et quand ils envoient, nous, on n'est pas au courant. Nous sommes au courant que quand il y a un problème, qu'ils viennent nous saisir. Donc c'est ça. Aussi, il faut que cette collaboration soit mutuelle entre les parents et nous. Il y a des pays qui ne sont pas hospitaliers aux étrangers. En Inde, nos compatriotes ne sont pas vraiment la bienvenue. Au Liban aussi. Dans certains pays arabes, on voit comment ils agressent nos compatriotes. Donc s'il y a des universités ou dans des pays où il faut aller en Europe. Ils sont beaucoup plus civilisés que partout ailleurs. Donc quelque part, on comprend qu'il y a des Congolais qui ne suivent pas les normes, qui font émigrer leurs membres de famille, vaille que vaille. C'est ce qui, on ne dit pas que totalement c'est mais il faut qu'ils nous écoutent. Il faut qu'ils nous écoutent. En Europe, ils sont beaucoup plus civilisés, plus respectueux des droits humains que dans les pays arabes ou qu'en Inde ou au Liban. Ça, c'est une évidence. Donc moi, j'ai dissuadé les parents d'envoyer leurs enfants dans ces parties du monde. Voilà. Il y a un autre aspect. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC vit parmi les nations des Grands Lacs? Nous sommes dans les pays, comme on les appelle, le pays des Grands Lacs en Afrique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la République démocratique du Congo s'intègre dans la sous-région? Que nous avons
une collaboration, que nous vivons en toute liberté, puisqu'il se pose certains problèmes ici qui sont liés à nos pays voisins. Est-ce que nous sommes retranchés de ces pays-là? Est-ce que nous cherchons à trouver des solutions ensemble avec ces pays voisins? Mais écoutez, d'abord, notre priorité, ce n'est pas les pays voisins, c'est nous-mêmes. C'est ça notre priorité, c'est construire d'abord notre force, notre armée, notre police, notre gendarmerie, et éduquer notre peuple à l'amour de la patrie. Ça, c'est notre priorité. Après, les pays voisins, il y a tous les problèmes que nous traversons, qu'on ne peut pas cacher. Mais nous faisons tout pour être en bon terme avec nos voisins. Simplement, nous devons construire notre force pour que, si nos voisins sont en collaboration intelligente avec nous, nous y serons. S'ils ne sont pas en collaboration intelligente avec nous, nous ne serons pas non plus en collaboration intelligente avec eux. Nous posons ce problème. C'est la réciprocité. Nous posons ce problème parce qu'aujourd'hui, on a par exemple à l'Est, où on est frontalier avec l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le problème de forces négatives. L'ADF NALU, les FDLR, qui, on le sait, ont été auteurs de beaucoup de massacres de nos concitoyens. Est-ce qu'il y a une synergie de pays voisins pour pouvoir trouver solution à ça? Bon, en apparence, oui. Mais concrètement, non, parce que les ADF sont toujours là. Les FDLR sont toujours là. Donc, en apparence, nous collaborons, nous signons des accords, mais encore qu'il faut les faire respecter. Mais c'est pour cela, moi j'ai toujours suggéré que nous construisons notre force pour nous défendre nous-mêmes. Lorsqu'un corps est malade, vous allez voir le médecin, il vous donne les médicaments, c'est vous qui prenez le médicament pour éliminer les virus qui sont dans le corps. C'est ça. C'est à nous, d'abord les premières personnes concernées, de construire notre force pour nous faire respecter. Tous ces ADF, ces FDLR, ils viennent sur nos territoires parce qu'ils ont trouvé des faiblesses. Il faut qu'on arrive à regarder sur nous-mêmes, corriger les faiblesses et renforcer les endroits où on a tout le temps des problèmes, notamment l'Est de notre pays. Renforcer nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, pour que plus jamais ces gens ne viennent nous importuner. Êtes-vous en train de dire qu'on ne peut plus croire à la sécurité régionale telle que les tractations sont en train de faire? Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut plus croire, mais j'ai dit qu'on doit d'abord croire en nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons croire en nous. Lorsque nous imposons la respectabilité, on nous respectera. Nous ne pouvons pas supplier ou quémander notre sécurité. Non. Nous n'avons pas à quémander notre sécurité. Nous avons à la construire nous-mêmes. Tout le monde parle d'un pont qui doit être jeté entre Kinshasa et Brazza, parce que les deux villes sont supposées être les capitales les plus proches du monde. Et il y a de controverses. Il y a des gens qui pensent que le fait de construire ces ponts pourra poser un problème à l'économie congolaise. Il y a d'autres qui estiment que c'est une opportunité de s'ouvrir au reste de pays de la sous-région. Vous, en tant que corps des affaires étrangères, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Moi, je pense que ce n'est pas encore le moment pour construire ce pont. Pour deux raisons principales. D'abord, la première marche, c'est faire des accords pour éliminer les visas, accepter que quelqu'un qui a un passeport congolais, il entre au Congo-Brazzaville sans laisser passer sans quoi. Donc c'est la première démarche. Après, le pont pourra suivre. Mais ce pont est endommageable pour nous. Pourquoi? Parce que nous utilisons le port de Matadi et le port de Boma. Mais nous savons que le port le plus proche, c'est Pointe-Noire, de Kinshasa. Si nous avons un pont, quel est ce Congolais-là qui va aller à Matadi avec ses marchandises ou à Boma? Nous allons tous passer par Pointe-Noire. C'est Pointe-Noire que nous allons enrichir, au lieu d'enrichir d'abord nos ports à nous, Matadi et Boma. Donc ce pont, pour l'instant, il n'est pas du tout à notre faveur. Et je crois même que le lobbying qui pousse pour que ce pont existe, c'est le même lobbying qui ont investi dans les différents ports, sauf dans les nôtres. Et donc, moi, je soutiens les notables du Bas-Congo qui ne veulent pas voir le jour, qui ne veulent pas que ce pont-là puisse voir le jour. Parce que ce pont est préjudiciable à notre économie et je dois défendre d'abord ma patrie, l'économie de mon peuple et
et les travailleurs. C'est des emplois qui vont tomber en ruine chez nous. Pour l'instant, ces ponts, on n'en a pas besoin. On a juste besoin, on a les navettes qui traversent, c'est déjà suffisant. Et on doit éliminer d'abord les visas. C'est la deuxième phase, et les ponts suivra après, mais à la seule condition que nous, qu'on ait terminé notre Banana. Parce que le port en eau profonde de Banana est important pour nous. Il faut qu'on les termine. Une fois qu'on l'aura terminé, on pourra batailler à armes égales. On pourra faire le pont. Soit vous passez par Banana, soit vous passez par Pointe-Noire. Parce que les deux seront des ports en eau profonde. Mais là, on ne peut pas batailler à armes égales parce que nous, on a Matadi et Boma, qui n'a pas la capacité que Pointe-Noire a aujourd'hui. Profitons-en pour parler de l'évolution des travaux qui ont été lancés pour la réhabilitation du port de Banana. C'est la construction carrément du port de Banana. Les équipes travaillent. Je pense que d'ici là, les travaux vont commencer. Je suis certain. Parce que, bon, le pouvoir a changé. Le président Félix-Antoine Tshisekedi doit avoir le temps de maîtriser le projet et de prendre des décisions. Donc je pense que ça ne va pas tarder. Mais sinon, le projet a été acté. Nous l'avons voté au Conseil des ministres. C'est notre priorité. Ce n'est pas le pont qu'on propose. Nous avons une priorité, c'est le port de Banana. Qu'on termine d'abord le port de Banana et puis on pourra voir le pont. L'autre préoccupation, c'est la rivière Ubangui. La rivière Ubangui est partagée par plusieurs pays, entre autres la République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a plus de 40% de ces cours d'eau qui passent par son pays. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui pensent qu'on doit déverser ces eaux-là dans le lac Tchad. Parce que le lac Tchad, qu'on connaissait poissonneux à l'époque, ça sèche aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez émettre comme avis par rapport à ces transferts d'eau de la rivière Ubangui vers le lac Tchad? D'abord, il ne demande pas que les eaux de la rivière Ubangui, il demande les eaux du bassin du Congo. C'est-à-dire les fleuves Congo compris. Je suis contre. Parce que d'abord, il faut savoir pourquoi les lacs Tchad s'est asséché. Les lacs Tchad s'est asséché parce que les gens n'ont pas respecté l'écologie. Parce qu'eux-mêmes, ils ont construit autour du lac. Ils ont loti autour du lac. Au vu au sous de toutes les autorités, c'est maintenant qu'ils se réveillent. Si les mêmes constructions, les mêmes conséquences qui ont fait que les eaux s'assèchent sont toujours présentes, même si on déverse les eaux de l'Ubangui ou du bassin du Congo, on aura les mêmes conséquences. Alors, il faut déjà que les comportements changent. Première étape. Deuxième étape, il faut des études d'impact environnemental. Il faut, quels sont les impacts environnementaux qu'il va y avoir en écologie, sur les mangroves, sur les poissons. Quels sont les impacts? Les études ne sont pas faites. Et si études il y a, qui fera ces études? Nous proposons que ces études soient faites par nos experts. Du Congo RDC, d'abord. Mais payées par ceux qui ont besoin de nos eaux. C'est clair. Vous avez besoin de eaux du Congo. On ne va pas non seulement payer nos experts et vous donner de l'eau. Non. Ils vont payer les experts et nous faisons les études. Et deuxièmement, si on doit leur donner des eaux, ils les prennent à l'embouchure, pas en amont. Parce que les eaux douces vont dans l'océan, dans l'embouchure, mais il y a des mangroves. C'est pour ça qu'on veut des études d'impact. Parce que les poissons qui sont dans les mangroves sont uniques. Il n'y en a que là. Donc on va avoir des études. Et on peut leur donner à l'embouchure. Donc il faut qu'ils construisent des qui quittent l'embouchure jusqu'à chez eux. Il faut qu'ils investissent. Et puis de trois, un référendum. Parce que ces eaux n'appartiennent pas au gouvernement. Ça n'appartient pas à un premier ministre, à un ministre ou au chef de l'État. Ces eaux appartiennent à l'ensemble de la nation, à ceux qui sont présents et à ceux qui ne sont même pas nés, qui viendront dans 10, 15, 20, 30, 100 ans. Ces eaux leur appartiennent. Donc, c'est un problème très sérieux qui doit être passé forcément par référendum. Et poser la question en âme et conscience à tous les compatriotes et leur dire les conséquences, parce que les études seront faites, les conséquences, les avantages et les inconvénients. À ce moment-là, les Congolais voteront oui ou non, ils acceptent.
Ça, c'était la proposition du président honoraire Joseph Kabila. Il avait proposé ça. C'est déjà proposé. Oui, mais comment vous expliquez à la fois faire un référendum pour une eau que partagent plusieurs pays du continent, alors que vous-même, la République démocratique du Congo, vous faites partie de la SYNCOS, qui est une organisation régionale? Non, nos eaux ne sont pas partagées. Les sources de toutes ces eaux, c'est chez nous. Nous pouvons dévier les sources. Par exemple, le Bangui, nous partageons qu'avec la Centrafrique. Mais la source, c'est chez nous. Le fleuve Congo, la source, c'est chez nous. Le fleuve Congo fait plus de 2000 km chez nous. Nous partageons avec Brazzaville juste une partie. Ici, Kinshasa, et puis vers le Bandundu. Maïndombe, quand on partait à l'équateur. Parce que c'est Brazzaville, et puis Congo-Brazzaville, et puis chez nous. Nous partageons une portion. Mais les restes, les eaux viennent de chez nous. Donc nous sommes directement concernés, majoritairement concernés. Et la raison d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils nous demandent à nous, ils ne vont pas demander les autres. Monsieur le ministre, vous ne craignez pas une guerre demain? Que tous les pays de la SYNCOS soient d'accord pour qu'on transfère de l'eau de l'Ubangi vers le lac Tchad et que la RDC soit le seul pays? Donc ils vont venir chez nous, ils vont nous faire la guerre dans notre pays, et puis ils vont construire leurs usines chez nous. Nous, on regarde, on croise les bras. Du moment où on vous fait déjà la guerre pour le coltan, le cobalt à l'est. Écoutez, nous sommes des êtres humains, nous allons nous défendre, nous sommes en train de nous défendre. La guerre, on nous fait, mais ils n'ont pas gagné. On nous a fait la guerre pour couper notre pays en 1000 morceaux. Le pays est toujours uni. Nous sommes restés unis. Quand vous faites la guerre, vous gagnez peut-être une bataille, mais vous n'avez pas gagné la guerre. Ce n'est qu'une partie de la guerre. La guerre, nous la faisons parce que nous sommes chez nous, nous sommes souverains. Sur ces questions de souveraineté, ces questions de survie, nous sommes prêts à tout. Ce sont des questions de survie d'une nation. Ce ne sont pas des questions banales où on peut répondre comme ça par A plus B. C'est des questions de survie, même de notre race ici au Congo. Ce ne sont pas des questions simples. Nous sommes prêts à aider les autres. Les propositions sont simples. S'ils ont vraiment besoin des eaux, ils sont 3-4 pays, il y a le Nigeria, le pays du Sahel et tout ça. Ils cotisent de l'argent, ils font des pipelines. On fait des pipelines des tonnes de kilomètres pour faire traverser du pétrole. Ils peuvent faire des pipelines pour arriver jusqu'à l'embouchure. Et on ramène une partie des eaux. Au lieu que ça aille perdu dans les océans, on peut les ramener, mais après avoir fait des études d'environnement. Tout simplement. Les propositions du Congo sont des propositions arithmétiques, scientifiques, qu'on ne peut pas remettre en cause pour des raisons idéologiques. Monsieur le ministre, j'ai rencontré un chercheur par rapport à ces dossiers qui nous a dit que l'eau qu'on déverserait vers le lac Tchad ne constitue que 100 mètres cubes par seconde. Ça veut dire la moitié pratiquement du débit que déverse. Il n'y a aucune étude qui a été faite. Ces chercheurs qui nous disent, ces publications, aucune étude. Nous demandons, c'est une question, moi je l'ai traitée personnellement. Quand il y a eu la dernière réunion au Nigeria, j'ai traité ça ici dans mon bureau. Donc, il n'y a aucune étude qui est 100 mètres cubes, c'est pas vrai. Quel 100 mètres? Vous allez placer les pipelines où pour prendre les eaux? Parce que vous savez, une rivière, elle fait comme ça. C'est comme si vous vous dites, les serpents, vous allez prendre au milieu. Mais la tête ne sera pas nourrie. Si vous voulez prendre, vous prenez à l'embouchure, là où les eaux vont à fond perdu, pipeline, après avoir fait des études d'impact environnemental. C'est comme ça que ça se fait. Chez les Occidentaux, ou chez n'importe qui, vous n'allez pas, vous arrivez, vous prenez, parce que vous avez envie de prendre. Mais on évoque aussi l'autre hypothèse que le continent est envahi par deux déserts, il y a le Kalahari et le Sahel. Mais pour quelle raison? Oui, mais parce qu'on ne respecte pas l'environnement. Ça sera peut-être une occasion pour arrêter la désertification. Absolument. Oui, arrêter la désertification. Il faut absolument arrêter la désertification. Replanter les arbres. Il faut une politique verte, si vous voulez, que les pays s'arrangent pour que dans chaque pays, qu'on essaie de replanter, nous pouvons le refaire. Si nous avons réussi à rendre les continents déserts, nous pouvons également les rendre fertiles en plantant les arbres. C'est faisable, mais c'est une question de volonté. Merci Monsieur le Ministre. Nous avons écoulé nos questions. La toute dernière des questions que je vous poserai, c'est de savoir si vous aviez un conseil à donner aux Congolais qui ont envie de partir à l'étranger. Quel conseil vous leur donneriez? Alors, c'est vrai, je ne suis pas un prophète pour dire à quelqu'un « pars ou ne pars pas ». Mais
la personne doit savoir où elle va, il doit savoir pour quel objectif. Et qu'est-ce qu'il attend de l'autre côté. Avoir toutes les informations nécessaires avant de partir. Ne pas partir comme ça dans l'inconnu, parce que je passe toute ma vie à aller libérer les Congolais en prison. Dernièrement, c'était au Bénin. Et tout le temps, parce qu'ils sont partis dans l'Eldorado avec l'espoir d'aller avoir une vie meilleure. Mais malheureusement, ils arrivent de l'autre côté, ils déchantent. Si les Congolais veulent voyager, je demande tout simplement qu'ils aient beaucoup d'informations et qu'ils sachent pour quel objectif ils vont, éventuellement passer à travers les ministères des Affaires étrangères pour avoir des conseils appropriés. Si on va les dissuader, on peut les dissuader. Mais si on va lui dire de partir, en ayant toutes les informations, les garanties nécessaires de survie à l'extérieur, pourquoi pas. Merci, monsieur le ministre. Je vous en prie. Et maintenant, nous baladons le micro pour recueillir les avis du public par rapport aux différents sujets traités. Oui, je commence comme panafricaniste parce que et le Tchad et la République démocratique du Congo, nous sommes pays frères. Et que, comme panafricaniste et comme africain, nous ne trouvons aucun inconvénient qui est entraide entre les pays frères. Mais comme Congolais patriotes, nous opposons ces positions pour éviter des conséquences néfastes qui pourraient en découler. À savoir, bien sûr, sur les plans d'infrastructure, nous savons bien que par la quantité d'eau du fleuve, la société d'électricité est nourrie de cette quantité. Mais une fois qu'il y a transfert d'eau du fleuve vers le lac Tchad, ça va créer une diminution d'eau. Donc ça risque d'avoir des répercussions sur beaucoup d'aspects d'infrastructures congolaises. Donc nous trouvons que c'est un scénario de pouvoir faire passer cette eau vers d'autres pays, que la richesse congolaise, qui est l'eau aussi, demeure toujours pour les Congolais. Bon, ce n'est pas un problème. Si c'est pour l'intérêt du Congo, ce n'est pas un problème. Bon, moi, je me dis qu'il y a abondance d'eau au Congo, que les Congolais eux-mêmes n'en profitent pas. Alors c'est mieux d'en donner à d'autres personnes pour en profiter. Non, il n'y aura aucune conséquence. Ce sont des richesses totalement naturelles que Dieu a données aux Congolais. Et si les Congolais eux-mêmes ne savent pas tirer profit de ça, moi je trouve que les autres en ont besoin. Si on veut déverser les eaux du bassin du lac Congo, du fleuve Congo, que ça soit donnant-donné. Et du genre, nous on leur donne les eaux du bassin du fleuve Congo, eux ils nous donnent en échange quelque chose. Écoutez, de prime abord, on peut adhérer à cette position-là, mais qu'on voit quel est l'intérêt d'abord de l'État congolais à avoir déversé par de son eau ailleurs. Est-ce que le Congo ne va-t-il pas perdre de point de vue potentiel halieutique? Est-ce qu'il y aura assez de poissons trouveront assez de refuge en énergie électrique? Nous sommes alimentés par la force, par le volume de cette eau. C'est diminué, ça ne va pas réduire le volume, l'intensité de notre électricité. Et puis de deux, le pays gagne quoi sur le plan de revenus? Est-ce qu'on ne peut pas gagner autrement qu'en dirigeant nos eaux vers d'autres, au point de vue climatique? Et ça n'aura pas plus tard un impact. Vous ne pensez pas qu'il est mieux qu'on demande peut-être aux techniciens, à la matière géologue, de nous éclairer là-dessus, économiquement et géologiquement? Les deux réunis, alors on pourra se prononcer. Vous l'avez compris, ces numéros du magazine Changement Fondamental s'achèvent. Je n'ai aucun commentaire à faire sur ce qu'a dit le ministre aux Affaires étrangères, délégué des Congolais de l'étranger, M. Emmanuel Ilunga. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne, Prix Mondela, ou appelez au numéro bas de l'écran. Je ne peux que vous dire au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure.